Bonjour à tous et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui avec Lord Robert Skidelsky, professeur émérite d'économie politique et auteur de la biographie en 3 volumes primés de John Maynard Keynes, et bien sûr, membre de la Chambre des Lords au Royaume-Uni. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission, monsieur. Merci de m'inviter à nouveau. J'ai donc été très intrigué par un de vos récents articles dans The Nation, intitulé « Il y a la russophobie et la maladie épidémique ». Et l'argument, si je comprends bien, c'est qu'on peut être méfiant et se préparer à réagir aux menaces sécuritaires venant de la Russie sans sombrer dans l'irrationnel. Ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est que c'est en rien un argument nouveau, comme vous l'avez suggéré. Si l'on remonte 200 ans en arrière, en 1836, c'était déjà l'argument de John Stuart Mill. Et la même année, en 1836, Richard Cobden a publié ce pamphlet qu'il a intitulé « Le remède à la russophobie ». Un siècle plus tard, il y a eu l'excellent livre de John House Gleason sur la genèse de la russophobie. Et aujourd'hui, un siècle après encore, on peut effectivement soutenir que la peur et la haine de la Russie ne s'expliquent pas uniquement par la raison, et qu'elles ont aussi de mauvaises conséquences pour notre sécurité. Alors, qu'est-ce que la russophobie, et quel est le cœur de vos arguments? Eh bien, je pense que l'essence de la russophobie est une peur irrationnelle de la Russie. C'est en partie parce qu'elle est si grande et qu'elle semble donc être un géant, vous savez, une pieuvre géante cherchant à s'étendre partout. Mais aussi, je pense que c'était idéologique. Je pense qu'à la racine, il y avait l'idée que la Russie était une autocratie et que les autocraties sont expansionnistes. C'est un argument très simpliste, et donc elle allait toujours être expansionniste. Ensuite, bien sûr, cela a continué tout au long du XIXe siècle, l'autocratie tsariste, la Russie barbare, le fléau de l'Europe démocratique, tous ces thèmes ont perduré. Puis bien sûr, cela s'est poursuivi pendant la guerre froide. Cela a été institutionnalisé dans l'alliance de l'OTAN. La Russie était sur le point, à moins d'être arrêtée, de se jeter contre l'Europe occidentale démocratique. Puis il y a eu la chute dans les années 90, et il semblait que la Russie allait rejoindre le monde civilisé, comme on l'appelait. Et puis à nouveau, cela s'est reproduit au cours des 10 dernières années. Je pense que cela a vraiment commencé au début des années 2010, puis il y a eu la Crimée, puis l'Ukraine. Et maintenant, tout est revenu avec tous les vieux clichés, exactement les mêmes, inchangés. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais il faut connaître un peu l'histoire, car le fait est, bien sûr, que les grandes puissances ont des conflits d'intérêts. Nous le savons. Et elles sont souvent négociables à condition que vous n'ayez pas une phobie à leur sujet, car une phobie est irrationnelle. Une phobie est un terme psychologique, et je pense que ça s'applique dans ce cas. Et c'est très dangereux parce que cela signifie que vous ne pouvez pas parler aux gens. Si vous avez une phobie, vous devez soit vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Humainement, soit ils vont dans une institution psychiatrique, soit vous, avec un grand pouvoir et à l'échelle nationale, vous débarrassez du régime qui incarne les intentions malveillantes. Je pense que c'est aussi simple que cela. Non, je pense que l'aspect non négociable est assez important, car c'est justement là que se situent, du moins pour moi, mes préoccupations. Beaucoup des conflits que nous avons avec les Russes ont des solutions. Mais si nous croyons qu'il existe cette incompatibilité, alors c'est là que l'idéologie entre en jeu. Vous avez dit que c'est toujours. Vous avez raison. Je veux dire, au cours des 10 dernières années, il n'y a eu aucune négociation avec la Russie concernant leurs différends. Il y a eu des sanctions, puis des sanctions de plus en plus sévères, puis le silence.
Il n'y a eu aucun contact entre notre gouvernement, le gouvernement américain et les Russes pendant 10 ans, jusqu'à l'arrivée de Trump. Et quoi qu'on puisse dire sur Trump, et vous savez, il y a beaucoup de choses négatives à dire sur lui, il croit réellement en la diplomatie active. La diplomatie active est la seule chance de mettre fin à la guerre en Ukraine dans un délai raisonnable. Sinon, cela continue et il y aura de plus en plus de sang versé. Et je pense que ce qui distingue Trump, il le répète souvent, et c'est là que je pense qu'il est sincère, il dit « Arrêtons les tueries ». Pour arrêter les tueries, il faut commencer à parler aux Russes. Et c'est le premier, en 10 ans, dans le camp de l'OTAN, à être prêt à le faire. Eh bien, je suppose que cela fait appel à un instinct très profond de la nature humaine, car on dit toujours que les êtres humains sont des êtres sociaux qui s'organisent en groupes, nous et eux. Et nous avons tendance à attribuer des valeurs opposées à nos adversaires, en trouvant souvent, je suppose, des substituts différents pour le bien et le mal. Avec les Russes, si l'on remonte à des siècles en arrière, il était courant de nous présenter comme les Européens, tandis qu'ils étaient les Asiatiques. Nous étions les civilisés, ils étaient les barbares. Pendant la guerre froide, cela a pris une dimension plus idéologique. Tout était capitalisme contre communisme. Mais après la guerre froide, nous avons vraiment réinterprété à nouveau ce contraste séculaire. Les outils étaient disponibles pour être utilisés. Il y a un mélange d'idéologie, l'utilité intérieure de se créer un ennemi, et puis bien sûr la compétition entre grandes puissances. Tout cela forme en réalité un véritable cocktail Molotov. Je devrais préciser en ce qui concerne l'OTAN que les Russes avaient leur propre version de la phobie de l'Occident. On pourrait appeler cela la NATO-phobie pendant la guerre froide. C'est-à-dire que je pense que Staline croyait réellement que les Américains voulaient une guerre contre le communisme, qu'ils étaient agressifs. Ainsi, la Russie présentait aussi les pays de l'OTAN comme intrinsèquement agressifs parce qu'ils étaient capitalistes et que les capitalistes devaient combattre les communistes. Il y avait donc une double phobie à l'œuvre, mais la russophobie était plus profondément enracinée car elle s'appuyait sur l'histoire des relations entre la Russie et l'Europe occidentale depuis, comme vous l'avez dit, la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Et maintenant, je pense que nous avons à nouveau la possibilité de leur parler. Et cette opportunité a été créée par le nouveau président. On nous promet, je ne sais pas si cela se produira, on nous promet le début de négociations à Ankara, ou plutôt à Istanbul, peut-être dans 2 ou 3 jours. Et j'espère qu'elles réussiront. Mais la russophobie est très très profonde. Eh bien non, je suis d'accord. Je pense que bien sûr, on retrouve la même chose de l'autre côté. Je crois qu'aujourd'hui, la vision du « nous contre eux » en Russie se concentre souvent sur la décadence morale et culturelle de l'Occident. Et l'expansionnisme de l'OTAN. Vous voyez, l'histoire n'est pas si simple. Ce n'est pas qu'un camp soit bon et l'autre mauvais. Bien sûr, les partisans de l'expansion de l'OTAN disent « Regardez, ce n'est qu'un prétexte pour Poutine afin de mener des actions agressives et de restaurer l'ancien empire russe. » Et ils ont toujours, depuis les années 1990, considéré l'OTAN comme une force expansionniste, une dague pointée vers le cœur de la Russie. Et toute occasion de planter cette dague sera saisie. Je pense que cela a été, en effet, la position officielle russe. Et il y a une certaine phobie à ce sujet, ce n'est pas entièrement une phobie, car il existe cette croisade morale de la part de l'Occident pour démanteler ces structures autocratiques. Vous savez, Tony Blair, en 1997, qu'est-ce que je raconte? En 2003, je crois, il a prononcé ce fameux discours à Chicago, dans lequel il disait que la diffusion de nos valeurs nous rend plus sûrs.
Et c'est là le fondement de ce qu'on appelle l'interventionnisme libéral. Nous intervenons partout où nous le pouvons, afin de renverser les autocraties, les despotismes, les dictatures, les gouvernements qui ne partagent pas nos valeurs. Et si nous réussissons à le faire partout, alors le monde sera en sécurité, et il y aura la paix. La paix régnera éternellement, ce qui est une idée absurde, car il y aura toujours des conflits d'intérêts. Et cela découle du fait qu'il n'existe pas de gouvernement mondial. Nous vivons dans une situation anarchique, et nous devons dialoguer pour préserver la paix. Cela me paraît tellement évident que traiter ces questions en termes moraux, comme si nous étions les seuls à avoir un sens moral de ce qui est juste, et que les autres devaient d'une manière ou d'une autre être éliminés, c'est la recette d'une guerre perpétuelle. Eh bien, je suppose que c'est cette promesse kantienne de paix perpétuelle qui sert de justification ou de motivation à la guerre perpétuelle, ce que nous constatons. Absolument. Mais j'aime le terme que vous avez utilisé, croisade morale, car je pense que l'on retrouve certaines similitudes avec ce que nous avons vu pendant la guerre de Crimée. Parce que Gleason, en 1950, a écrit à ce sujet qu'avec le conflit entre les Russes et les Ottomans, chacun devait voir attribuer un rôle. Ainsi, les Russes étaient alors les agresseurs, les Ottomans étaient les victimes, même si jusque-là les Ottomans avaient été perçus comme très agressifs et essentiellement comme les méchants dans la relation avec les Grecs. Mais malgré tout, ils étaient les victimes. Et bien sûr, les Britanniques et les Français jouaient le rôle de sauveurs, suggérant que leur intervention était altruiste, qu'ils ne cherchaient qu'à aider. Vous voyez, on élimine toute la dimension de compétition stratégique et on attribue simplement ce rôle de gentil contre méchant. Et j'ai trouvé cela intéressant, parce que nous faisons exactement la même chose avec l'Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie est l'agresseur, donc c'est non provoqué. L'Ukraine est la victime, ils n'ont rien fait. Et bien sûr, les pays de l'OTAN sont les sauveurs, donc nous sommes une tierce partie qui reste sur la touche, qui aide simplement. Ce n'est It's not our war in any way, so Et ce n'est plus vraiment l'OTAN, mais plutôt la coalition des volontaires, car certains pays de l'OTAN ne sont pas très enclins à jouer à ce jeu particulier. Mais pour revenir à la Crimée, il y a là deux éléments, je pense, qui méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, cela faisait partie de ce que les diplomates appelaient le grand jeu entre la Grande-Bretagne et la Russie. La Grande-Bretagne avait établi son propre empire en Inde et voulait donc protéger l'Inde contre les incursions russes en Asie de l'Est ainsi que le canal de Suez. C'était donc le prétexte pour soutenir l'Empire ottoman en déclin. Il fallait le préserver, car sinon la Russie s'emparerait de Constantinople ou Istanbul et aurait alors accès à la Méditerranée, ce qui menacerait les communications britanniques. Voilà donc un aspect du grand jeu. L'autre aspect, qui est nouveau, c'est que la Russie n'a pas été sanctionnée lors de la guerre de Crimée. Et nous disposons d'une nouvelle arme pour exprimer notre répulsion morale, les sanctions économiques. C'est intéressant. La Russie avait en fait contracté un emprunt à Londres pendant la guerre de Crimée, car il y avait alors une séparation entre la politique et l'économie. Alors qu'aujourd'hui, nous utilisons l'économie comme une arme. C'est un blocus, je veux dire, les sanctions sont un blocus économique. Ce sont des armes de guerre. Et bien sûr, elles sont particulièrement adaptées à notre époque, parce qu'on ne veut pas vraiment se battre. Nous pensons donc pouvoir agir ainsi. Nous pouvons affaiblir la capacité de la Russie à faire la guerre en leur imposant de plus en plus de sanctions. Et je remarque maintenant que la coalition des volontaires appelle également à davantage de sanctions si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu de 30 jours. Vous voyez donc, ces idées perdurent. Le cessez-le-feu n'a pas vraiment beaucoup de sens en réalité.
Je veux dire, si l'on considère la perspective des Russes, si les combats cessent, toute la nécessité pour les Ukrainiens et les Européens d'accepter les concessions disparaîtrait. Mais je voudrais demander, pourquoi pensez-vous qu'il y a eu une telle propension à la russophobie chez les Britanniques? Encore une fois, cela a aussi été le cas à travers l'Europe. En effet, on peut soutenir qu'à la fin des guerres napoléoniennes, le manteau de la russophobie est passé des Français aux Britanniques. Mais pourquoi voyez-vous la Grande-Bretagne comme l'un des principaux acteurs dans ce domaine? I guess being at least one of the front runners in this. Eh bien, vous voyez, je pense que l'une des raisons est un réflexe historique, ou plutôt un réflexe impérial. Ainsi, ils peuvent être le partenaire junior des États-Unis et pousser sans cesse les États-Unis dans cette direction. Et là, je pense que la nostalgie impériale joue un rôle énorme. En ce sens, nous pouvons, en tant que Britanniques, nous affirmer à nouveau sur la scène mondiale à un moment important, un moment historique. Donc je pense que ces réflexes historiques sont vraiment très importants. L'autre raison, selon moi, est morale. La politique étrangère britannique a toujours eu cette sorte de dimension morale. Et c'est pour cela, je veux dire, les Français appelaient cela la perfidie anglaise, ou l'hypocrisie anglaise, si l'on veut. Et les gens vont battre le tambour de la morale sans comprendre le moins du monde que leurs propres actions sont loin d'être morales. Je veux dire, par exemple, ils parlent de cette expansion russe sans fin, alors qu'au même moment, l'Empire britannique était en pleine expansion. Mais notre expansion était bonne parce que nous apportions la lumière aux races inférieures, comme on les appelait à l'époque, tandis que leur expansion était mauvaise parce qu'ils répandaient la barbarie, le despotisme, l'autocratie, et ainsi de suite. Donc selon moi, ces deux réflexes, l'impérialisme historique et le réflexe moral, expliquent probablement en grande partie pourquoi les Britanniques ont pris la tête de la russophobie. Leur russophobie a été plus forte même que celle des Américains, parce qu'il n'y a jamais eu d'opinion alternative en Grande-Bretagne. On ne peut accorder aucune crédibilité à un point de vue contraire dans notre pays. J'imagine que c'est le problème en quelque sorte, du côté obscur de la volonté de mener une politique morale. C'est-à-dire que si l'on considère le monde comme une opposition entre moralité et immoralité, ou entre le bien et le mal, alors on peut, comme tu l'as dit, accomplir exactement le même acte, comme envahir un pays ou bâtir un empire. Mais si on l'interprète à travers le prisme de la construction d'une civilisation contre celui de la construction d'un empire autoritaire brutal, alors ces deux actes ne peuvent plus être comparés dans cette vision du monde. Il y a un autre facteur, à savoir que la Grande-Bretagne n'est plus une grande puissance, et par conséquent, elle n'a plus à traiter avec la Russie sur un pied d'égalité. Ainsi, sa moralité peut se répandre sans entrave. L'Amérique, au XIXe siècle, à l'époque où la Grande-Bretagne était l'une des grandes puissances mondiales, et selon beaucoup, la plus grande, devait traiter avec la Russie à différents moments. Il y avait donc un certain pragmatisme qui s'est introduit. C'était, vous savez, au XIXe siècle. En fait, il y avait une alternance entre la russophobie et des accords pragmatiques, parce qu'ils étaient, pour ainsi dire, égaux. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'a plus vraiment de force à utiliser, et donc le moralisme et la nostalgie impériale ne rencontrent aucun frein. Il n'y a plus de rappel à la réalité, car la Grande-Bretagne ne fait plus partie du grand jeu, tandis que l'Amérique, elle, fait partie du grand jeu. Et donc, aux États-Unis, il devait forcément y avoir, je pense, une prise de conscience qu'il faut trouver un moyen de traiter avec la Russie, et bien sûr, cela s'appliquera aussi à la Chine.
What do you see as being the impact of Russophobia on Quel est selon vous l'impact de la russophobie sur la politique intérieure? Car aujourd'hui, on se concentre souvent sur le Russiagate qui visait à faire tomber Trump. Mais au Royaume-Uni, le premier gouvernement travailliste a été renversé en 1924. Il y avait des liens fabriqués entre les Russes et le Parti travailliste avec cette lettre de Zinoviev. Je crois qu'il était le chef de l'Internationale communiste. Il affirmait que le Parti communiste de Grande-Bretagne devait s'engager dans toutes sortes d'activités subversives pour déstabiliser le pays. Et encore une fois, cela a fait tomber le « c'était faux ». Mais malgré tout, cela a renversé le gouvernement travailliste. Selon vous, le fait de lier des adversaires politiques nationaux à une Russie très diabolisée, quel impact cela a-t-il sur la politique intérieure? Y a-t-il, selon vous, d'autres précédents historiques à ce sujet? Does it have any other, history behind it? Yes, as John Stuart Mill said Oui, comme l'a dit John Stuart Mill en 1836, la russophobie sert d'excuse aux dépenses militaires. C'est encore le cas aujourd'hui. Dès qu'on parvient à instaurer un récit autour de la sécurité nationale, toutes les règles budgétaires, on n'a plus besoin de les respecter. Actuellement, les gouvernements sont limités dans leurs dépenses militaires ou dans leurs dépenses globales par des règles budgétaires. L'idée qu'il faut équilibrer les budgets, l'idée que la dette doit représenter un pourcentage décroissant du PIB. Tout cela relève de l'orthodoxie, c'est une orthodoxie économique. Elle est fondée sur la théorie économique, je dirais la théorie économique post-keynésienne, et les gouvernements se sentent très contraints par cela. Ils veulent dépenser, mais ensuite ils ont ces règles budgétaires qui leur disent qu'ils doivent équilibrer le budget. Or, dès que l'on dit que la sécurité nationale est en jeu, les règles budgétaires sont assouplies parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut dépenser pour se protéger la nation. Les règles budgétaires passent à la trappe. On peut emprunter autant que nécessaire pour renforcer les forces armées. Et donc, ce que je pense que ce scénario engendre, c'est ce que j'appelle le keynésianisme militaire. Dépenser pour la défense, plutôt que pour les hôpitaux, les écoles ou les transports. On dépense pour la défense. Et là, les conservateurs sont très satisfaits. Ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut une défense très forte. C'est très intéressant. Ça a commencé en Europe, n'est-ce pas? L'Union européenne, je crois, a déjà assoupli ses règles budgétaires et l'Allemagne a levé son frein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, son frein à l'endettement ou quelque chose comme ça. Donc ils commencent à se réarmer. Et les vrais, je dirais les vrais va-t-en-guerre disent que ce n'est pas suffisant de passer de 2,3% à 5% du PIB. Il faut aller à 5%, voire plus. Donc cela justifie le réarmement, tout comme la guerre froide justifiait la poursuite de dépenses militaires très élevées. Nous revenons donc progressivement vers des dépenses militaires élevées, et pour exactement les mêmes raisons. La menace russe. À cela s'ajoute la menace chinoise. Et qu'ont-ils en commun, la Russie et la Chine? Ce sont toutes deux des autocraties. Eh bien, je pense que George Kennan, l'architecte des politiques de confinement pendant la guerre froide, serait d'accord avec John Stuart Mill, car il a également écrit à la fin des années 1980 que si l'Union soviétique devait sombrer dans l'océan, alors le complexe militaro-industriel américain devrait inventer un autre adversaire. Sinon, cela constituerait, selon ses termes, un choc inacceptable pour l'économie américaine. Donc, est-ce que cela se poursuit? Eh bien, encore une fois, c'est un thème récurrent tout au long de la guerre froide, la surestimation de la menace. Je suis d'accord avec George Kennan, qui a également déclaré que l'expansion de l'OTAN était la plus grande erreur que l'on pouvait commettre. Et c'était l'architecte de la politique de l'endiguement. Mais, évidemment, dans sa vieillesse, il a dit « Écoutez, ce n'est plus la Russie soviétique. Il faut mettre en place un nouveau système de sécurité pour l'Europe
qui inclut la Nouvelle-Russie et permettent à celle-ci de vivre en sécurité avec ses voisins. Il était donc tout à fait opposé à cette expansion. Bien sûr, d'un autre côté, il est également vrai que les États qui ont été libérés du communisme voulaient rejoindre l'OTAN. Ce n'est donc pas comme si l'OTAN s'était élargie contre leur volonté. Ils voulaient tous se protéger de la Russie, tout comme la Russie voulait se protéger de l'OTAN. Il y avait donc là un affrontement. Et c'est précisément dans cet affrontement que la diplomatie aurait dû avoir sa chance. Il aurait dû y avoir un véritable accord qui aurait eu une chance de durer, mais l'occasion a été manquée. Au-delà du réarmement. Et encore une fois, ce que fait l'Allemagne en ce moment s'inscrit à mon avis parfaitement dans le concept de keynésianisme militaire. Donc au-delà du réarmement, et bien sûr du manque de diplomatie, de quelle autre manière voyez-vous la russophobie influencer le conflit actuel entre l'Occident et la Russie, au point de compromettre notre propre sécurité nationale? Oui, exactement. Et de plus, cela divise le monde en blocs hostiles. Cela sape l'un des principes clés du néolibéralisme tel qu'il s'est développé dans les années 1990, à savoir la mondialisation. Dès que l'on considère un groupe de personnes comme intrinsèquement mauvais ou pas tant mauvais qu'intrinsèquement nos ennemis, on ne peut plus commercer avec eux. Je veux dire, on ne peut pas avoir de relation normale avec eux. Et donc, on assiste à une terrible régression du monde vers les années 1930, quand le protectionnisme régnait partout, quand l'économie mondiale s'est essentiellement disloquée. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, car les sanctions économiques renforcent énormément cette tendance. On ne peut pas faire des affaires avec ces pays parce que leurs objectifs sont jugés malveillants. On les qualifie d'acteurs malveillants. Et cela ne s'applique pas seulement aux armes de guerre conventionnelles, mais aussi à la cyberguerre et au piratage, ainsi qu'à tous ces autres moyens par lesquels les soi-disant pays malveillants peuvent tenter de fausser votre propre politique, de dégrader votre politique à des fins malveillantes. Vous voyez, c'est cet état d'esprit qui prévaut. Et je crains aussi, je veux dire, qu'en Grande-Bretagne, j'ai assisté à tant de débats à ce sujet, le lobby militaire soit très très puissant. Général après général, amiral après amiral, et ainsi de suite, se sont levés pour dire « nous devons nous réarmer contre le nouvel ennemi ». Et cela signifie que nous devons dépenser plus d'argent. Et cela signifie que le gouvernement doit orienter ses achats dans notre direction, jeter de l'argent dans notre direction, et non, comme le dirait une personne plus libérale, pour améliorer les services publics. Il semble également y avoir une tendance à établir des liens entre des choses qui ne devraient pas l'être. Par exemple, de nombreux problèmes liés à la russophobie, bien que cet argument soit souvent avancé, sont associés au faux testament de Pierre le Grand. En 1787 ou 1798, un général polonais remit au ministère français des Affaires étrangères un faux testament de Pierre le Grand, affirmant en substance que le rôle de la Russie devait être une guerre et une expansion continue, en avançant toujours vers l'Europe. Le principal objectif de ce testament était de convaincre les Français que la sécurité de la Pologne, dans les tensions qu'elle entretenait avec la Russie, était intrinsèquement liée à la sécurité de la France. Encore une fois, ça sonne très familier, mais les Français ont évoqué ce faux testament lorsqu'ils ont envahi la Russie sous Napoléon en 1812. Il a de nouveau été utilisé lorsque les Français et les Britanniques ont envahi la Crimée en 1853. Hitler y a fait référence, même Harry Truman y a fait référence. Eh bien, on n'en parle plus aujourd'hui, car il a été prouvé que c'était un faux. Mais malgré tout, nous continuons à dire la même chose, que si l'Ukraine tombe, l'OTAN sera la prochaine et ils viendront après nous.
Mais vous savez, il y a seulement 1 ou 2 ans, nous disions que l'Ukraine devait faire partie de l'OTAN parce que la Russie n'oserait jamais attaquer l'OTAN. Nous avons donc ces récits qui ne correspondent en rien à la réalité. So we have these narratives which do not conform in any way. Well, consistency is the hallmark of small. Eh bien, la cohérence est la marque des esprits étroits, comme quelqu'un l'a dit. Et c'est certainement très rare en politique. Mais il y a un autre élément là-dedans que vous venez d'évoquer, que j'appelle les lobbies d'émigrés. Je pense qu'au 19e siècle, Londres s'est rempli, Londres était le principal point de ralliement pour les Polonais et les Hongrois émigrés. Et il formait un puissant lobby anti-russe dans la capitale de l'Empire, qui était presque la capitale du monde. Et aujourd'hui, je pense que nous avons la même chose. Ils sont ukrainiens. L'influence ukrainienne sur la politique étrangère américaine, à mon avis, commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que les Ukrainiens ont combattu, certains éléments d'Ukraine ont combattu du côté des Allemands. Et donc, à la fin de la guerre, ces Ukrainiens anti-soviétiques, beaucoup d'entre eux sont allés à Washington et ont constitué un puissant lobby anti-soviétique et un renforcement important de la mentalité de guerre froide. Soviet lobby and a powerful reinforcement of the Cold War mentality. Now you have Ukrainians, of course, they've emigrated a lot of. Maintenant, vous avez les Ukrainiens, bien sûr. Beaucoup d'entre eux ont émigré, encore une fois, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et encore une fois, leur voix influence la manière dont l'Occident pense sa politique étrangère. Il n'y a pas de lobby russe, il y a des émigrés russes, des gens anti-Poutine venus de Russie, mais ils sont bien moins nombreux, et donc ils ne contrebalancent pas les lobbies russophobes. C'est donc un autre élément qu'il me semble important de prendre en compte, la force de la russophobie. Certains relient également cette explication plus loin, jusqu'aux origines de la guerre froide. Car après la révolution bolchevique, de nombreux Russes blancs ont fui vers l'Ouest, notamment aux États-Unis. Et une fois ce grand bouleversement survenu, on cherche les experts, les locaux. Et tous les locaux étaient ceux qui avaient fui, qui avaient combattu les bolcheviks. Cela a donc naturellement conduit à la construction de récits et de stéréotypes qui n'étaient pas très favorables. Je pense qu'au-delà des personnes qui ont fui, on observe aussi aujourd'hui, je crois, cette idée à travers l'UOPA. Comment en est-on arrivé à ce que Kaja Kallas représente la politique étrangère de l'Union européenne? Mais l'idée générale était, ils avaient raison depuis le début. Ils savaient que la Russie était une menace. Alors donnons-leur simplement les clés de la voiture, ils sauront quoi faire. Mais maintenant nous avons ces politiques très extrêmes, où elles parlent ouvertement de détruire la Russie. Et pour les petits pays qui se sentent peut-être assez vulnérables, très vulnérables face à la Russie, il est également important de faire partie d'un jeu plus vaste. Ainsi, ils peuvent transférer leur peur sur une scène plus large. C'est pourquoi quelqu'un comme cela peut devenir secrétaire général de l'OTAN ou obtenir ses postes dans l'Alliance occidentale. Les petits pays ont des dirigeants qui veulent participer à un jeu plus important. Et c'est pourquoi beaucoup de ces dirigeants des États baltes, par exemple, souhaitent faire partie de l'OTAN. Cela leur offre une protection et leur donne un rôle plus important. Je pense que cela alimente la russophobie. Nous avons cela aussi dans ce pays. Une obsession pour un petit pays de 5 millions d'habitants, de jouer un rôle important, de peser au-delà de notre poids. C'est à mon avis la marque de fabrique de notre classe politique. L'Union européenne a également été en partie une création de petits pays. Les premiers fondateurs de l'Union européenne venaient de pays comme la Belgique et les Pays-Bas. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère vous revoir bientôt parmi nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Alors, merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir.